Sinon, on peut avoir une conversation en privé, mais... Ah, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Pourquoi êtes-vous assis devant? Ah, de chaque côté, j'ai des longues jambes, c'est Ok, pratique, je vois très bien. C'est ok. Est-ce que tu perçois l'environnement comme stable? stable, Oui. oui. Oui, tu penses pas que tu auras besoin de quitter la pièce dans les 2-3 prochaines minutes? C'est pas à cause de ça. Pas du tout. Merci, c'est très bien. Bonjour. Bonjour. Pourquoi êtes-vous assis au fond? Est-ce que vous percevez l'environnement comme dynamique? Et peut-être vous voulez être proche de la sortie? Ah, oui. Est-ce que ça se pourrait qu'on se comporte différemment suivant le contexte? Est-ce que ça se pourrait qu'on s'organise différemment suivant le contexte perçu? Hein? Et pourquoi je vois personne sur la scène là? Pourtant, vous avez tous des choses à dire sur l'agilité. Est-ce que c'est parce que j'ai des cheveux blancs? Oui, j'ai des cheveux blancs. Mais il y a d'autres personnes avec des cheveux blancs? Il y a des personnes sans cheveux, je suis sûr. Bienvenue. Donc moi, c'est Olivier Gourmand. Je suis coach agile depuis une quinzaine d'années. Et je vais vous parler d'agilité agile. Et là, évidemment, j'ai un blanc. Donc, je vais prendre mon plan B. Est-ce que ça vous arrive dans vos équipes d'avoir des personnes qui savent beaucoup plus de choses que d'autres? Et est-ce que ça vous arrive tantôt que, au contraire, chaque personne dans l'équipe ait une pièce du puzzle et qu'il faut les mettre ensemble pour avoir de l'intelligence collective et avoir la bonne réponse? Est-ce que ça vous arrive donc de changer de contexte entre stable, dynamique, centralisé, décentralisé? Et là, j'ai un deuxième blanc. Donc cette fluidité, c'est de ça que nous allons parler. La fluidité, est-ce qu'on l'observe dans les organisations, dans nos organisations? Ça, c'était la première diapo. La deuxième, c'est celle-ci. Et j'ai beaucoup de blanc. Donc j'ai mis quelques livres là. Le premier que je n'ai pas mis, c'est Thinking Fast and Slow. Qui a lu Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman? Oui. Le principe de ce livre, c'est qu'il explique que la majorité du temps, on fonctionne en mode automatique. Notre cerveau crée des habitudes de façon à économiser l'énergie. Il fait ça parce que l'environnement, majoritairement du temps, est stable. Il bascule en mode système 2, celui qui est énergivore, qui consomme beaucoup plus de ressources, mais qui fait des choses comme des calculs comme 234 fois 32. Des choses comme ça. Donc là encore, notre cerveau bascule naturellement suivant le contexte. Est-ce que c'est stable, c'est prévisible, ou est-ce que c'est dynamique, c'est imprévisible? Il y a des choses, des inconnus, des choses à découvrir. Moi-même, j'essaye d'écrire un livre en ce moment, et j'alterne entre des phases où il faut que je trouve des nouvelles idées. Ça va prendre un jour, une semaine, un mois, sans que j'ai des nouvelles idées. Je fais des recherches. Je me plonge dans des livres, des articles. Je ne sais pas encore ce que je vais dire. Et d'autres fois, j'ai toutes les idées en place. Et là, il faut que je me concentre sur l'écriture. Donc je prends mon Pomodoro, 25 minutes sans distraction, et j'écris. Ça m'arrive d'écrire 34 pages en 2 jours. Là, je suis en mode prévisible, efficient, super productif. Design thinking aussi. Dans une équipe, on peut alterner entre des phases de divergence, où on peut avoir des nouvelles idées, et des phases de convergence, où au contraire, on veut produire, réaliser des choses. Donc il y a différents contextes, on s'adapte. C'est quoi la taille maximale, taille maximale d'un Scrum, d'un Daily Scrum, d'une mêlée quotidienne? Combien de personnes au maximum on peut avoir dans une mêlée quotidienne? Hein? 23. Qui dit mieux? Qui dit mieux? On dit pas mieux?
Donc, le général McChrystal, et cette fois-ci j'ai le livre, était en charge de lutter contre Al-Qaïda en Irak. Il s'est retrouvé avec des organisations d'intelligence et d'opérations tactiques, et il s'est aperçu que c'était bien trop lent par rapport à l'ennemi qu'ils avaient. L'ennemi, c'était un réseau décentralisé, Al-Qaïda, complètement imprévisible, dans un terrain complètement imprévisible. C'était vraiment difficile. Il fallait avoir les informations, les nouvelles informations, à l'heure, à la minute, à la seconde près. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a regroupé, il a infiltré ces organisations pour créer une structure parallèle de collaboration. Il a fait une mêlée quotidienne, chaque jour, 7000 personnes, sur un appel, conférence de 1 heure. C'est ça qui leur a permis de s'adapter et d'avoir beaucoup de victoires. Et là, mon écran s'est arrêté de projeter, je ne sais pas pourquoi. Non? Non, c'est ça, c'est juste ça. Ok. Donc, leur organisation était conçue pour ça, mais ils faisaient face à ça. Donc, résultat, ils se sont adaptés, ils ont changé leur structure pour adapter une structure en réseau, dynamique, complètement dynamique. Et ça leur a permis d'avoir beaucoup de victoires. Maintenant, je vais vous raconter mon premier projet agile. Un gros défi encore, Bell Canada. On devait refaire le site web au complet, parce que ça avait été fait par l'équipe marketing avec des pages ASP.NET, etc. Il fallait mettre des produits, des nouveaux bundles, du cross-sell, du upsell, des choses très complexes que l'ancienne technologie ne pouvait pas supporter. On est arrivé avec un produit assez peu mature, en fait. WebLogic Commerce Server, pour ceux qui connaissent. Il y avait 1 ou 2 personnes au Canada qui connaissaient. Donc on a commencé avec ces 2 personnes-là qui disaient un peu aux autres, qui expliquaient quoi faire, etc. Je raconte souvent ce projet comme un projet Extreme Programming by the book. C'est vrai, la personne qui nous a donné l'idée d'adopter cette méthodologie-là, c'est un peu Scrum, c'était quelqu'un qui avait vu la conférence de Ken Beck quelques jours plus tôt dans une banque et qui s'est dit, bon, je vais l'essayer. Ken Beck, c'est l'inventeur de Extreme Programming, l'une des premières méthodes agiles. Donc on a fait ça vraiment by the book, des itérations chaque semaine. On livrait avec des tests automatisés, front to back. On démontrait aux clients qui étaient déjà assis juste à côté de nous des nouvelles fonctionnalités, notamment comment on pouvait vendre des nouveaux produits, de plus en plus complexes. Donc ça, c'était la deuxième phase. On avait une équipe avec des développeurs qui livraient assez fréquemment, qui codaient en pairing, des choses comme ça. Donc vraiment, quelques semaines, Extreme Programming by the book. Il a fallu amener d'autres personnes. On a monté à l'échelle, comme on dirait maintenant. On a ajouté même des étudiants pour faire des pages statiques, etc. C'est devenu quelque chose d'assez gros, mais les personnes continuent à fonctionner de façon complètement autonome. Et tout ça se produisait à une vitesse incroyable. Et on a livré en 6-7 mois maximum quelque chose qui aurait dû prendre 3 ans. Puis est venue une 4e phase, une dernière phase où il fallait déployer ça en production. Là, dans les environnements de Bell Canada, c'est assez complexe, on va dire. C'était avant DevOps, il fallait tout documenter. Donc on s'est tous mis à la tâche d'être prévisible, efficient, productif, de participer comme des robots dans une machine pour que on déploie correctement le jour J. Et oui, ça a été un succès. On a non seulement déployé en novembre, juste avant la période des fêtes, mais l'année suivante, on a eu le prix du meilleur site e-commerce canadien. Une autre histoire agile, c'est l'organisation de cette conférence-là, Agile Tour. Il y a quelques années, j'étais impliqué dans l'organisation, dans le comité d'organisation, plusieurs années de suite. Et cette année, j'ai discuté avec Cécile Arnold, la lead du Agile Tour. Comment est-ce qu'on organise une conférence agile? Est-ce qu'on organise ça de façon agile? Oui, mais peut-être pas de la façon dont vous pensez. Donc, ça commence l'année avec 1 ou 2 personnes qui connaissent le contexte de l'année d'avant, les grandes lignes, les décisions qui ont été prises, parce qu'évidemment, le palais des congrès, ça se réserve à l'avance, au moins 1 an à l'avance. Puis, petit à petit, on prend des bénévoles. On a
3-4 bénévoles, on commence à faire du brainstorming, il y a plein d'idées. Là, ça ressemble plus à une équipe agile traditionnelle, multidisciplinaire. Puis, on monte en charge encore. L'environnement devient un peu plus stable, puisqu'on sait un peu mieux vers quoi on va. Donc là, c'est décentralisé et dynamique et stable, puisqu'il y a plein de micro-équipes qui font des choses en parallèle. Et les conférenciers, la logistique, le partenariat, ce genre de choses-là. Mais Cécile a tenu à ce que tout le monde continue à travailler ensemble. C'est une grosse équipe. Ce n'est pas des équipes séparées, parce que dans les années précédentes, il y avait quelquefois des problèmes de silos. L'équipe conférencier, par exemple, ne parlait pas à l'équipe partenariat. Donc, il y avait, quand il fallait, par exemple, une conférence d'un partenaire, c'était toute une problématique. Donc là, on a toujours une grosse équipe, mais les gens sont vraiment autonomes. Ils forment des micro-équipes, c'est super fluide. Et puis, bien sûr, vient le jour J, ou le jour J plus 1, où vraiment, il n'y a plus place à l'improvisation. Tout doit être... C'est une énorme machine programmée, l'Agile Tool. Donc, c'est ça. C'est une organisation agile, mais très fluide. Donc, ce que je viens de décrire là, ce sont 4 formes qui ont été bien identifiées par un professeur de management de McGill, Henry Mintzberg. Au début de l'année, il a publié ce livre-là, mais en fait, c'est la révision d'un livre qu'il avait déjà écrit il y a 40 ans. Donc, pendant 40 ans, il a observé les formes d'organisation, les différentes formes d'organisation. Il a fait un catalogue, en fait, et il a trouvé 4 formes d'organisation principales. Et guess what? En fait, ces formes dépendent du contexte. Donc là, je vais expliquer les grandes lignes du contexte. Ça veut dire quoi? Stable, ça veut dire que les choses ne bougent pas autour de nous. Dynamique, ça veut dire qu'elles bougent. Vraiment, il y a plein d'inconnus, on fait des choses qu'on n'a jamais fait avant, etc. Centralisé, ça veut dire que les informations ont intérêt à être centralisées. Par exemple, construire une pyramide, ça ne se fait pas de façon décentralisée. Il y a un ordre à respecter, il y a des dimensions à respecter, etc. On comprend bien que tout le monde ne peut pas poser un pavé pour espérer qu'on ait une belle pyramide à la fin. Okay? C'est super centralisé. L'opposé, c'est décentralisé. C'est par exemple, si vous-même, je vous demandais de vous organiser pour discuter avec votre voisin pour savoir c'est quoi une agilité agile, selon vous. Il n'y a aucune façon de centraliser ça. C'est vous. C'est vous qui arrivez avec vos questions, vos réponses, etc. Ça va avec ça? Donc la première forme, c'est la machine programmée. Dans un environnement centralisé et stable, le but, c'est l'efficience, c'est la productivité, c'est la prévisibilité. Pensez à McDonald's. Même les clients sont programmés. Quand ils ont fini de manger, ils prennent leur plat, leur plateau, et hop, ils vont le débarrasser. Ça, c'est un exemple de machine programmée. Quand l'environnement devient décentralisé, on a une assemblée de professionnels. Donc, par exemple, un hôpital, une université, une firme d'avocats. Là, l'environnement est stable, ça ne change pas beaucoup, mais c'est décentralisé. C'est-à-dire que les gens sont autonomes, ils forment des équipes comme ils veulent. Souvent, ils sont juste bien formés, ils savent ce qu'ils ont à faire. Okay? Ça, c'est une assemblée de professionnels. Ça fonctionne très bien. Quand l'environnement est dynamique et décentralisé, là, c'est plus un environnement agile. J'ai mis project ici, mais Mintzberg appelle ça pionnier de projet. L'idée, c'est de défricher le terrain. C'est ce qui consomme le plus d'énergie. On a plein d'inconnus, il y a plein de choses différentes qu'il faut surveiller. C'est très peu efficace, mais c'est nécessaire quand il faut défricher un terrain nouveau. Puis la dernière forme, c'est l'entreprise personnelle. Là, on peut penser à Apple, Steve Jobs, qui non seulement maîtrisait la vision, disait aux autres quoi faire, prenait des grandes décisions que pas tout le monde aimait,
et aussi aller dans le détail, l'expérience utilisateur, les détails, les boutons plus à gauche, etc., ce genre de choses-là. Évidemment, dans les organisations, on trouve souvent un mode hybride, c'est-à-dire il y a des endroits où le contexte est centralisé et stable. Donc par exemple Apple, pour regarder sur Apple, la fabrication des appareils, le manufacturing, est vraiment un environnement stable et centralisé. Donc on va bénéficier d'une forme de machine programmée. Les usines, les gens rentrent le matin, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. L'assemblée de professionnels, peut-être les services professionnels, les vendeurs, le Genius Bar, ce sont des professionnels qui sont très bien formés, mais qui sont complètement autonomes sur le terrain. Ils vont répondre aux questions, ils ont beaucoup de liberté. Le mode pionnier, évidemment, c'est R&D, le développement de nouveaux produits. On va faire des recherches de marché, on va donner des prototypes aux utilisateurs et on va regarder qu'est-ce qu'ils font avec ça. Puis l'entreprise personnelle, donc j'ai déjà parlé de Steve Jobs. Donc les organisations ont souvent beaucoup de contextes différents à l'intérieur d'une même organisation. Agile dans tout ça, les méthodes agiles. Est-ce qu'elle serait mieux dans un contexte que dans un autre? Vous avez déjà des idées là-dessus? Scrum, fondamentalement, est décentralisé. On attend des gens qui soient autonomes, des équipes qu'elles soient autonomes, parce que les informations nouvelles peuvent venir de plein de points différents. Le chargé de projet, le Scrum Master, pardon. Scrum Master ou Product Owner a des informations sur les changements de priorité, ce genre de choses-là. Mais le développeur qui est en train d'essayer d'obtenir une donnée de la base de données et qu'il se rend compte que la donnée dont il a besoin, elle n'est pas dans la base de données, bah, lui aussi, il a une nouvelle information critique. Ce genre de choses-là. Donc c'est fondamentalement décentralisé. Ça s'adapte aussi bien à la dimension dynamique, mais aussi stable quand on monte à l'échelle. Là, on trouve des interfaces stables entre les équipes, et puis on leur dit, lâchez-vous loose sur vos parties respectives. Notre question, c'est Kanban. Alors Kanban, il faut se souvenir que ça vient du Lean. Lean Kanban, le principe de Kanban, c'est vraiment de l'amélioration continue. On va identifier notre workflow, notre processus, et on va le découper en séquences. On va regarder le temps de cycle, et on va toujours s'améliorer là-dessus. Ça veut dire quoi en arrière? Ça veut dire que, fondamentalement, on s'attend à quelque chose d'un environnement un peu stable. Oui. Donc pour moi, Kanban, c'est dans un environnement stable. Et c'est pour ça que... Bon, j'étais chez un client qui avait du Scrum. Il faisait une transformation agile à l'échelle. Il voulait transformer 4000 personnes, les mettre dans des équipes agiles. Et ils avaient juste le marteau Scrum, ce que j'appelle le marteau Scrum. Donc ils allaient voir les gens. Bon, t'es un clou? Oui, ok. Marteau Scrum. T'es quoi? T'es une vis? Ah non, t'es un clou, désolé. Marteau Scrum, ok? Marteau Scrum partout. J'ai dit, ok, mais ça ne va pas marcher partout. Il y a des équipes qui sont plus opérationnelles, qui ont un workflow stable, mais un environnement qui demande, qui annule un sprint planning. Le jour, tu fais ta planification de sprint, puis le lendemain, et ça ne sert plus à rien. C'est pas utile de faire du Scrum dans cet environnement. Donc, Kanban. Donc, j'ai introduit le tournevis Kanban. Et là, ils étaient contents. Ils avaient leur marteau Scrum et leur tournevis Kanban. Maintenant, il y a quelqu'un qui est arrivé. Nous, on veut creuser un trou. Tu le creuses avec un marteau ou un tournevis. C'est ton choix. On voit que ça ne s'adapte pas à tout, même là. L'entreprise personnelle, évidemment, est résistante à tout processus. C'est pas la peine d'essayer d'aller voir une start-up avec un CEO charismatique et leur dire on va faire du Scrum. Vous allez juste créer des frustrations. Parce que on planifie le sprint et puis le lendemain, le CEO il arrive, bon, on change tout. Ok, bon, pas idéal. Donc tout est contextuel.
Alors, maintenant la question c'est pourquoi est-ce que on est aveugle au contexte, en fait. Et là, je vais sortir mon troisième et dernier livre, ici en tout cas, Liminal Thinking. Dave Gray explique très bien comment on s'enferme dans des bulles qui nous aveuglent du contexte. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. On se dit, ok, on a notre marteau Scrum, on va juste voir des clous partout. Non, tu fais abstraction du contexte. Comment est-ce qu'on peut revenir au contexte? Et ça vaut, je parle de Scrum, mais il y a des tas de choses. Les gens qui sont dans leur contexte depuis des années, ils ne perçoivent pas qu'il peut y avoir autre chose. Donc c'est le fruit d'un cercle, on va voir un cercle un peu vicieux, qui est, ok, j'ai un objectif, j'ai une théorie de comment est-ce que je vais répondre à mon besoin, puis je vais poser une action, puis je vais avoir un résultat, puis le résultat va être probablement filtré en fonction de ce que j'attendais. Puis on fait ça à l'infini. Quand on veut introduire une nouvelle théorie, donc par exemple, je sais pas, moi je suis un chargé de projet, je veux livrer rapidement, il y a un développeur qui vient me dire on devrait faire du pair programming. Intéressant. Là, tu es en train de me dire qu'on va demander à 2 personnes de faire le travail de une. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les coûts, les délais. Explique-moi comment est-ce que ça va m'aider. Donc, le premier test, c'est la cohérence interne. Est-ce que ça correspond à ce que je pense déjà, ce en quoi je crois déjà? Bon, la réponse ici, évidemment, c'est non. Donc, c'est rejeté. Surtout quand la personne vient me dire, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on va faire du mob programming. C'est toute l'équipe qui va utiliser un seul ordinateur et un seul clavier. Ah, intéressant. Donc, on ne va même pas passer par l'équipe de validation externe. C'est pas la peine d'aller lui dire, mais ça se fait ailleurs. Il va juste pas le considérer parce que ça doesn't compute à l'intérieur. Okay? Et toute nouvelle théorie passe par ces 2 tests-là. Et s'il y en a un des 2 qui échoue, la théorie est rejetée. Ça nous amène à notre organisation où on a des silos. Des gens qui se comprennent plus, qui n'arrivent plus à se parler. On a les gens qui sont centralisés, stables. Ils n'ont pas l'impression d'être dans un contexte différent. Pour eux, tout le monde est dans leur contexte. Mais la réalité, c'est que non, ce sont des contextes différents. Donc le dialogue est rompu, on n'arrive plus à se parler, on n'arrive plus à se convaincre, et on reste dans nos positions en tranchée. Alors, qui connaît les structures libératrices? Levez la main ceux qui connaissent les structures libératrices. Ok, une douzaine. Qui pratiquent les structures libératrices dans vos organisations? Ah, pas si mal, pas si mal. C'est bizarre, il y en a plus qui pratiquent qui connaissent. Je m'attendais au contraire, mais j'imagine vous n'avez pas levé la main avant. On va faire une petite correction. On va dire une quinzaine qui connaissaient, une douzaine qui pratiquent. C'est pas parce qu'on connaît qu'on pratique, évidemment. Les structures libératrices, comment est-ce qu'on expliquerait ça? Est-ce que quelqu'un veut expliquer les structures libératrices? Une personne qui a levé la main les 2 fois? Non? Qui parle? Oui. Non mais, madame? C'est ça, des structures qui... Oui. Donc chaque structure, elle vise un objectif bien particulier. Oui, donc, oui. Selon l'objectif, il faut choisir la structure qu'on désire, adéquate plutôt. C'est ça. Merci. Donc, donc c'est un catalogue de structures, de formes de rencontres. Okay. Le livre que j'ai pas amené, mais par contre j'avais amené le jeu de cartes. Il y a un jeu de cartes sur les structures libératrices. C'est un catalogue d'une trentaine de formes de rencontres en fait. L'idée, les auteurs se sont dit, dans les organisations, souvent on se cantonne à 5 formes principales de rencontres. Le statut d'avancement,
la présentation, le brainstorming quand on a des inconnus, la discussion ouverte, on va demander à qui a une idée de parler, la discussion gérée, là, typiquement le tour de table, et c'est tout. Ok, c'est un peu faible parce que, donc, par exemple, pour obtenir l'intelligence collective, ça ne fonctionne pas très bien. La structure la plus connue de structure libératrice, c'est 1, 2, 4, all. 1, 2, 4, tous. C'est quoi ça? D'abord, on pose une question, on demande aux gens de réfléchir individuellement pendant 1 minute, ensuite d'échanger avec quelqu'un d'autre pendant 2 minutes. Déjà, on a des meilleures idées là. Ensuite, on se met à 4, on discute. Déjà, les idées sont vraiment meilleures. Là. Puis finalement, avec le groupe au complet. Donc là, on passe. Non seulement on a les idées de tout le monde, mais on a le meilleur et un raffinement par 4 étapes de maturation, d'amélioration des idées. Et ça prend combien? Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on le fait dans d'autres organisations? Non. Pas souvent. Pas souvent. Donc c'est dommage. On se prive parce que les structures libératrices, pour que ça fonctionne, c'est une permission de s'auto-organiser, de décider de comment on s'organise. Et c'est ça là où le bas blesse souvent. Mais Olivier, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être aussi fluide là? Est-ce que le contexte change aussi souvent que ça? Hein? Excellente question. En fait, on va faire une expérience. Okay? On va demander à un grand collectif d'équipes qui pratiquaient le Scrum avant d'ignorer leurs équipes respectives et de s'organiser en fonction des user stories principales, celles qui arrivent là. Donc chaque 2 jours, on fait un open space, un forum ouvert, on présente les user stories sur lesquelles on doit travailler, qui sont prioritaires pour l'organisation, et on laisse les gens s'assigner à différentes équipes. Et pendant 2 jours, plutôt que de discuter, ils travaillent, ils livrent, ils travaillent sur les user stories. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ça s'appelle FAST, à propos. C'est une méthode ou un framework agile, encore peu connu. Et là, je vais essayer de jouer une vidéo. Donc, James Shore documente ça. Pendant 2-3 mois, il a observé une équipe, un collectif d'équipes, en fait, c'est une trentaine de personnes. Et il a regardé où est-ce que les gens s'organisent, où est-ce qu'ils vont. Si j'arrive à jouer la vidéo. Je comprends ce qui se passe. Voilà. Donc, ça a commencé juste début novembre. Ça, c'est les user stories et puis les personnes qui sont assignées. Et là, les flèches, ce sont les personnes qui se déplacent, qui changent de user stories. Le new, ça veut dire c'est une nouvelle user story. Le vert, ça veut dire c'est complété, c'est livré. Et c'est livré en production. Ce qu'il a observé, c'est 2 choses. D'abord, ces personnes qui n'arrivaient pas à livrer plus que une fois tous les 2 ou 3 mois, ben là, elles commencent à livrer chaque semaine, et même plus souvent que chaque semaine. Deuxièmement, c'est que oui, il y a du mouvement, mais donc c'est fluide. Et pourquoi? Ben, mon interprétation, c'est que les user stories passent par différents contextes. Tantôt, elles sont dynamiques, il y a plein d'inconnus, il y a plein de choses à découvrir. Tantôt, elles sont assez stables. Il y a juste, on finit les derniers tests, etc., et on livre. Tantôt, c'est décentralisé. On ne connaît pas, il faut aller chercher l'intelligence collective de l'équipe. Tantôt, c'est centralisé, il y a une personne qui en connaît plus que d'autres. Par exemple, elle vient de terminer une user stories sur, je sais pas, l'interface graphique, et puis elle va aller aider une autre user story pour implémenter cette même interface graphique dans des personnes, dans une équipe, une micro-équipe qui n'a pas encore cette connaissance. Donc le contexte change constamment. Et si on donne la permission aux gens de s'organiser autour de ça, on observe de la grande fluidité.
Forum ouvert, tout le monde sait ce que c'est? Oui. Je vois une main levée, mais je vais l'expliquer. Forum ouvert, c'est donc on arrive le matin, on demande qui a des choses à dire, qui a des choses à présenter. On écrit ça sur des post-it ou whatever, ou sur un tableau d'ailleurs. Et on explique c'est quoi le sujet, et puis ensuite, donc c'est ce qu'on appelle le marché des sessions. Puis après, les gens s'organisent, vont dans les salles respectives où on discute de ces sujets-là. Okay. Pour information, je vous invite à Agile Open, qui est un événement open space d'une journée qui a lieu chaque année. L'édition de mai, le 16 mai 2024, les billets sont déjà en vente. Si vous n'avez pas encore expérimenté l'open space, achetez votre billet parce que ce sera complet. C'est un événement chaque année qui, cette année, on a 80 places. Donc, expérimenter l'open space, c'est vraiment une bonne opportunité. Là, je vais revenir sur la présentation. Ça, on est exactement dans les temps. Alors maintenant, on va parler de SAFe. Quand on parle d'organisation, d'agilité organisationnelle, il faut parler de SAFe. Est-ce qu'on observe de la fluidité dans SAFe? Bon, question. Qui connaît... Bon, il y a des SPC dans la salle, je suis sûr, des consultants SAFe. Qui connaît les principes Lean, Agile, SAFe, numéro 8, 9 et 3? C'est quoi? Là, peut-être qu'on aura besoin du micro. 8, principe 8. J'attends. Principe 9. Vous pouvez utiliser votre téléphone, vous pouvez tricher. J'attends. Bon, d'accord, c'est pas une conférence safe, mais quand même. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont dans des contextes safe. Allez, levez la main. Levez la main. Ah, j'ai vu un doigt. J'ai vu un doigt. Bon, non, mais c'est compliqué. C'est compliqué, safe. C'est très compliqué. Mais justement, je pense que ça amène bien mon point. Les principes 8, 9 et 3, c'est quoi? C'est la motivation intrinsèque. Motivation intrinsèque, décentralisation des décisions et préserver les options. Ça veut dire préserver les options, ça veut dire créer des options. Ça veut dire s'offrir plusieurs options simultanément. Sinon, on n'a pas d'agilité. Si on n'a pas des alternatives, on ne va pas pouvoir choisir une solution ou l'autre suivant ce qui est le mieux. Donc, SAFe est basé sur les travaux de Ryan Hudson, en tout cas les principes. Le problème, c'est que ces principes-là, il n'y a pas d'implémentation toujours qui vient avec. Donc, ce n'est pas forcé, ce n'est pas obligatoire. Donc, ce n'est pas obligatoire de décentraliser les décisions. Ce n'est pas obligatoire d'encourager la motivation intrinsèque, c'est-à-dire vraiment la joie au travail dans SAFe. C'est là, c'est écrit, mais ce n'est pas forcément implémenté. Pourquoi? Parce que ça repose sur un dual operating system qui dit, bon, on ajoute une couche agile en fait. On peut garder l'organisation traditionnelle, mais on va juste ajouter des rôles et des choses comme ça. Souvent, le problème, c'est que la couche agile, elle est assez fine, au-dessus de quelque chose d'assez épais, qui est la structure et la culture de l'organisation. Si on ne change pas ce qu'il y a en dessous de la couche agile, ben, on a des effets plus ou moins agiles. Voilà. Alors, comme exemple d'organisation super agile, on peut regarder Tesla. SpaceX fonctionne un peu de la même façon. Inutile de dire que SpaceX est très innovant. Tesla aussi est reconnu comme le manufacturier automobile le plus innovant. C'est le premier manufacturier automobile en capitalisation boursière, loin devant les autres, depuis 2020. Et il se trouve que, en fait, la façon dont il fonctionne est bien documentée grâce à Joe Justice. Il publie des vidéos. Il a travaillé à Tesla en 2020 pour introduire l'agilité, ou des méthodes agiles en tout cas, avec plus ou moins de succès. Mais
Parce qu'ils étaient déjà agiles, ils étaient déjà super agiles. En fait, ce qu'il a proposé, c'est un open space, et c'est comme ça qu'il fonctionne maintenant. Donc chaque jour, le matin, les gens regardent un tableau. Ça, c'est une reconstitution, c'est pas un vrai tableau, c'est Joe Justice qui a fait ça. Chaque ligne correspond à une chose à faire. Une user story ou une feature, comme vous voulez. La colonne Who, c'est les gens vont s'assigner, vont dire, OK, moi je vais travailler là-dessus. Ça peut être une personne, ça peut être 2 personnes, ça peut être 5 personnes, mais chaque jour, ça change. Potentiellement, en tout cas. Et effectivement, ça change. Et même quand on a 5 personnes, en fait, elles travaillent juste sur une chose. Elles font du mobbing, c'est-à-dire, on a juste, si c'est une tâche informatique, ça va être juste un écran, un ordinateur, un clavier. Si c'est une machine, ça va être juste une machine. Et donc, elles s'encouragent, elles s'échangent des idées, etc. Et voilà, ça avance. Et c'est super agile, ça avance énormément. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'il y a une culture qui vient avec ça. Donc, quand on joint Tesla, on reçoit un anti-handbook, l'anti-manuel de l'employé, en gros, qui vous dit, on vous fait confiance. On vous fait confiance pour tout. Faites pas de choses complètement stupides, s'il vous plaît. Mais pour le reste, on vous fait confiance. Donc ça crée une culture. L'autre chose, c'est qu'on demande aux employés d'aller parcourir toutes les stations, d'être vraiment dans des rôles différents. Ça crée une empathie, ça crée une vision du système global. Et voilà. Donc c'est un mélange de superstructure, le forum ouvert avec l'auto-assignation des tâches, la permission d'aller n'importe où ça nous chante, et une super culture qui est on fait confiance et plein de choses. Ceci dit, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de problème à Tesla, il y a des problèmes à Tesla, mais ils sont super agiles, ils sont super innovants. Alors, j'ai regardé les méthodes agiles et les frameworks agiles. C'est quoi les valeurs qu'elles recommandent? Toutes les méthodes et les frameworks agiles ont non seulement des pratiques, mais des méthodes et des valeurs qui sont nécessaires, qui sont prérequises à effectivement une certaine agilité. Pour Scrum, Commitment, Focus, Openness, Respect, Courage, moi j'ai analysé ça, j'ai fait une synthèse et j'ai trouvé qu'en fait, il y en a 7. Il y a la transparence, il y a l'apprentissage, il y a le prendre soin, ça je l'ai rajouté, c'est pas dans les méthodes agiles effectivement, mais c'est ce qu'on observe dans les équipes les plus agiles. C'est important de respecter ses collègues, de respecter le matériel qu'on utilise, etc. Ça nous rend plus agiles. La confiance, il y a différents types de confiance, mais la confiance est souvent là aussi. Et l'équité. Ce sont des équipes multidisciplinaires, souvent, il n'y a pas une personne qui est plus haut gradée qu'une autre. Donc ça développe la collaboration et l'envie de s'entraider. L'entraide, c'est vraiment quelque chose qui émerge d'environnements vraiment agiles. Là, on va avoir plein de temps pour les questions. C'est génial. Alors, je vous donne un cadeau, une recette. Ce n'est pas la seule, mais c'est quelque chose qui, je vous garantis, peut fonctionner. Et que vous pouvez faire dès demain matin. Commencez par ici. Mon pointeur fonctionne, c'est magnifique. Dans vos rencontres, la première chose à faire, c'est d'avoir un facilitateur, une facilitatrice, qui va pouvoir déterminer le contexte. Donc vous faites un tour de table, vous demandez qui a des nouvelles informations, parlez. Okay. Ça va vous donner le contexte rapidement. Est-ce qu'on est dans un environnement plutôt stable ou dynamique? Il y a encore beaucoup d'inconnus. Ou bien il faut juste livrer. Et ça change. Est-ce qu'il y a des personnes qui en savent beaucoup plus que d'autres, centralisées? On va leur demander, on va leur poser plein de questions. Ou décentralisées, personne n'a aucune idée. Et on va tous faire une structure libératrice pour déterminer les meilleures idées et bâtir sur ces idées-là.
Donc commencez par ça. Dans vos rencontres, pratiquez des rencontres avec débuter avec un objectif et un contexte. Objectif, ça c'est le principe numéro 3, j'aime bien les chiffres, des structures libératrices. Ne faites rien si vous ne savez pas pourquoi. Ne faites rien si vous ne savez pas pourquoi. Si vous n'avez pas un objectif, ça ne sert à rien. Arrêtez la réunion. Ok? Commencez avec un objectif, toujours. Donc commencez là, et vous pouvez vraiment commencer dès demain matin. Ça c'est la superstructure. Permission de s'auto-réorganiser selon le contexte et l'objectif. Après, vous allez voir votre management. Ça, c'est l'étape la plus dure. Vous leur dites, OK, on fusionne des équipes, on crée une grande équipe, plus grande équipe, pour avoir plus d'options, pour que les gens puissent tenir compte du contexte qui change. Okay? Donc, créer des équipes dynamiques lors de forums ouverts très fréquents. Donc, par exemple, puis j'ai parlé de FAST, il y a aussi Unfix, la méthode de Jürgen Pello qui prévoit cette option-là, même si ce n'est pas obligé, malheureusement. Mais l'idée, c'est que vous pouvez faire ça chaque semaine, vous pouvez faire ça tous les 2 jours, tous les 2-3 jours, même tous les jours si vous voulez être super agile, mais vous commencez la journée avec un forum ouvert. Qui a des tâches à faire? Qui veut les faire? Voilà. Puis c'est déjà un peu ce qu'on fait en daily, mais on n'a pas forcément la permission. Il faut vraiment que les gens aient le choix, qu'il n'y ait pas de contrainte sur quoi ils veulent travailler. C'est vraiment une question de volonté. Et les gens ne sont pas stupides, ils vont trouver les façons de s'organiser. Et il n'y aura pas des tâches qui seront délaissées parce que personne ne veut les faire. Parce que si vous promettez de faire ça, vous pouvez faire une expérience. Avec le management, ça va être plus facile. Tiens, on essaye ça pendant 1 mois, on essaye ça pendant 2 mois. Okay. Puis on regarde. Est-ce que ça améliore les choses? Moi, je vous garantis que ça va vraiment améliorer les choses. Et l'autre chose, c'est vraiment une super culture. Il faut faire attention à tous ces éléments-là, que ça s'améliore. On part de là où on est et on s'améliore. Donc, est-ce qu'on valorise de plus en plus l'apprentissage? Est-ce qu'on valorise de plus en plus la transparence, la motivation intrinsèque? Et ça, c'est un clin d'œil à mon atelier d'hier, un guépard endormi, pour ceux qui l'ont fait. Est-ce qu'il y avait des gens qui ont fait l'atelier hier? Oui. Donc, on a vu comment mesurer, par exemple, la transparence avec la sécurité psychologique. 6 questions faciles, vous pouvez faire ça dans vos équipes. Et la motivation intrinsèque, là aussi, on peut le mesurer. Évidemment, il faut que les résultats soient anonymes et que les gens aient la possibilité de ne pas partager les réponses pour avoir la vraie réponse. Ça reste confidentiel, mais ça marche. Voilà. À mesurer de façon régulière, de façon volontaire et anonyme. Superstructure, superculture, agilité, agile. Et la dernière chose, je vous ai dit que j'ai écrit un livre, je l'ai mis en pause de façon à regrouper mes idées. Vous avez pu voir qu'elles sont un peu plus claires maintenant. Donc je vais reprendre l'écriture. Aujourd'hui seulement, le livre est complètement gratuit. Si vous prenez ce code-là, le code en haut à droite, là, puis en haut, en bas à droite, vous pouvez commencer à remplir le sondage pour la conférence, pour l'Agile Tour, si vous avez aimé ou pas. Allez-y, beaucoup de réponses, s'il vous plaît. Et télécharger mon livre, ça m'encouragera à écrire et à en parler encore plus. On a du temps pour les questions. C'est un e-book. C'est un e-book. La réponse est oui. Oui. Oui, parle fort. L'idée du Open Forum, je trouve ça très intéressant, mais la question que je me pose, c'est les travaux qui sont à exécuter, là, quand tu crées les user stories, ce processus-là, quels sont les user stories qui sont prioritaires, si les équipes sont constamment en réorganisation, comment est-ce que ça se fait, là, ce processus?
Donc la question porte sur les user stories. Une fois que les user stories sont clairs, c'est facile de les présenter aux équipes, mais comment on fait pour élaborer ces user stories, ces nouvelles user stories? Excellente question. Mais ça c'est en soi un travail. J'ai parlé de travail à faire. Travail à faire, ça peut être de clarifier un besoin. Okay, on sait qu'on a une demande. Qui veut travailler avec moi là-dessus sur la clarification des besoins, de façon à avoir une user story? Une user story, c'est juste un artefact dans des méthodes agiles, mais c'est pas l'outil super. Je veux dire, on peut faire de l'agilité sans user stories. Donc, ça répond à ta question. Dans Fast Agile, il y a un rôle spécifique qui est le steward. Mais c'est un rôle que n'importe qui peut adopter. Donc un steward, c'est juste quelqu'un qui va présenter un sujet au forum ouvert. Moi, j'ai un besoin, j'ai quelque chose, j'ai besoin d'aide, que je ne peux pas faire moi-même. Qui veut m'aider? Voilà. Question? Oui. Par contre, il va falloir que je parle plus fort. Excusez-nous, Moi, on veut entendre en ligne, donc on n'a pas le choix de prendre le micro. ouais. S'il vous plaît, merci. On va attendre que le micro arrive. C'est très fluide. C'est un micro qui se déplace, presque Ouais, tout hein? seul. Ok, merci. Ouais, Merci, bonjour. Hugo. Merci Hugo. Oui, déjà, merci pour ta présentation. Merci. Alors, aujourd'hui, au niveau des frameworks agiles que tu as présentés, notamment Kanban, Scrum, Safe, et puis voilà. Moi, je voudrais savoir quel est le rôle du management, en fait, dans ces frameworks-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est carrément opérationnalisé au niveau des équipes. Et ça marche. Parce que les équipes arrivent à livrer de la valeur. Mais là où ça bloque, c'est qu'on n'arrive pas à atteindre, en fait, certaines parties prenantes dans l'organisation qui, aujourd'hui, pour moi, c'est un frein vers l'agilité, aujourd'hui. Comment, aujourd'hui, le management doit se positionner pour un peu supporter l'équipe dans ce voyage-là, aujourd'hui? Merci. Écoute, c'est une excellente question. Je vais revenir à ma recette, je crois, ou les valeurs. C'est la question. C'est la question. Est-ce que le management va aider ou est-ce qu'il va freiner l'agilité? Eh bien, tout dépend de ça. Est-ce qu'il contribue à la transparence? Est-ce qu'il contribue à développer la curiosité, le désir d'apprentissage? Est-ce qu'il contribue à la versatilité? La réponse est potentiellement, ils peuvent le faire. Ce sont des leaders en position d'autorité, ils peuvent envoyer des messages clairs. Ils peuvent développer l'agilité, ils peuvent encourager les initiatives, ils peuvent dire oui, essayons ensemble. On va peut-être se planter, mais on va essayer. La confiance, ce genre de choses-là. C'est clair que ça peut être un enabler, ça peut aider, le management peut aider, il peut aussi freiner. C'est un choix. Ça va? Il y a des postures qui aident, il y a des postures qui freinent. Et c'est contextuel. Il ne faut pas oublier quand même, par contre, le rôle du management, c'est de faire en sorte que l'entreprise ne tombe pas dans le chaos. Donc il faut respecter, par contre, le contexte. Il y a, comme on l'a vu, Scrum et Kanban ne s'adaptent pas à tous les contextes. Si le gestionnaire, c'est quelqu'un qui est en charge de la production, et qui, pour lui, ce qui est le plus important, c'est la prévisibilité, l'efficience et ce genre de choses-là. Lui dire, on va faire des expériences, oui, c'est gentil, mais pouvez-vous faire vos expériences ailleurs, s'il vous plaît? Vous faites vos expériences et quand on aura le résultat, oui, on le mettra en production. Ou ce genre de choses-là. Ou alors, il faut changer l'organisation pour qu'on soit au maximum dans un contexte dynamique et décentralisé, qu'on ait plus... DevOps, c'est quoi? C'est automatiser toute cette partie-là. On en a besoin de stabilité, de prévisibilité. Mais si on peut l'automatiser par des processus informatisés, ben, c'est mieux. Si on peut mettre des robots à la place, là, c'est bien. Hélène, il faut que tu fasses attention aux questions. Estelle. Une dernière chose que j'allais dire là-dessus, c'est... Et j'oublie, ça va me revenir.
Ça vous va comme, Oui, réponse pour le moment? Oui. Je voulais juste ajouter une autre question, en fait. Aujourd'hui, on voit dans les organisations des silos. Quand je parle silos, je parle des équipes TI et des équipes affaires, qui sont, pour moi, deux directions d'un département différent. Aujourd'hui, l'agilité est plus portée par les équipes TI, les directions TI, mais peut-être derrière accompagnées par les directions affaires. Est-ce qu'on peut parler vraiment de chances d'émergence de l'agilité dans des organisations où le silo perdure dans le temps? C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de synchronisation, parce que quand j'ai entendu parler des les liberating structures aujourd'hui, pour moi, ça fait du sens quand aujourd'hui tu as un grand nombre d'humains qui collaborent, notamment avec des équipes TI, des équipes d'autres départements. Ça fait du Tu as sens. entendu parler de quoi, pardon? Les structures libératrices. Oui. Aujourd'hui, ça fait du sens quand on a un grand nombre de participants dans des rencontres aujourd'hui, comme les gens d'affaires, les gens du TI, pour un peu faire de l'intelligence collective, à avoir les solutions qui émergent, qui sont bonnes. Moi, la question qu'aujourd'hui, c'est quoi l'impact aujourd'hui des organisations silos par rapport à l'émergence de l'agilité? C'est une question complexe. Ça m'est revenu ce dont je voulais parler. C'était, il ne faut pas, en tant qu'agiliste aussi, être aveugle au contexte. Donc, par exemple, quand on a quelqu'un qui vient nous dire il faut qu'on forme nos 10 000 utilisateurs et dites-moi ce que vous allez livrer dans 4 mois. Et le Scrum Master qui dit, je suis désolé, dans 4 mois, on n'a aucune idée de ce qu'on va livrer. C'est pas très utile pour la personne qui est en charge de faire les formations auprès des 10 000 utilisateurs. Donc, il faut vraiment comprendre le contexte de chacun. Souvent, les gens restent dans leur silo parce qu'ils ne comprennent pas les autres contextes. Donc, il faut rendre visible le contexte. Voici mes contraintes. Comment est-ce que tu peux m'aider? Il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut qu'il y ait un dialogue qui s'engage de façon à ce que les gens perçoivent les différents contextes. Mais cette image-là, moi, le livre est paru en février, c'était une révélation. Ça m'a permis de comprendre énormément, plein de choses. Je vous recommande vraiment le livre de Henry Mintzberg, Understanding Organizations, Finally, parce que c'était vraiment une révélation. C'est très riche. Et ça explique notamment les silos de ce point de vue-là. Allô, oui. Alors, on a une question en ligne de Émilie qui demande: tu nous recommandes d'aller voir le management pour proposer de faire une grande équipe avec une organisation variable à l'intérieur. Que faire si cette nouvelle théorie ne correspond pas à la cohérence interne de notre manager? Et souvent, elle ne va pas correspondre à la cohérence interne du manager. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer par les rencontres. En fait, c'est comme un micro-terrain de jeu, les rencontres. On peut dire, tiens, demain, la rencontre de statut, on va essayer quelque chose de différent. Le manager, il va peut-être être convaincu par l'auto-organisation. Il va voir les résultats. Les gens vont vraiment s'atteler à la tâche, tenir compte du contexte et puis trouver la meilleure forme d'organisation. Ça aide d'avoir une facilitatrice, un facilitateur qui connaît les structures libératrices, par exemple. C'est sûr, ça va vous aider beaucoup. Le manager, il va être peut-être impressionné par le one, two, for all. C'est vraiment difficile de ne pas comprendre la puissance de la structure. Donc, une fois qu'on a dans des petits espaces-temps vu la puissance de l'auto-organisation, ça va peut-être le convaincre d'essayer sur une équipe, 2 équipes, 3 équipes, etc. Et encore une fois, peut-être dans une durée de temps limitée. Donc réduire la demande. Et prendre conscience que ça va prendre du temps. On ne change pas un mammouth en un jour. On ne lui apprend pas à danser. Personnellement, je n'ai jamais essayé, mais j'imagine que ça prend du temps. Question ? Hop là. Et quelqu'un a demandé si on pouvait remettre le code du livre à la fin. Oui. Pour ceux en ligne, merci. Absolument. Il y a toutes les références dans le PDF qui va être rendu disponible par Agile Tour Montréal. Le voici. C'est une excellente question. Ça, c'est la meilleure question. C'est quoi le code QR de mon livre? Le code QR de mon livre, c'est ça. Le livre s'appelle The Agile Gearbox. L'idée, c'est de passer d'un mode routinier,
habituel des transformations agiles vers un mode délibéré, avec une boîte de vitesse manuelle. Ça te demande de réfléchir. Okay, j'ai besoin de quoi là? J'ai besoin d'être en reverse parce qu'il y a des hypothèses à reconsidérer où j'ai besoin d'être en première vitesse, deuxième vitesse, etc. J'explique c'est quoi les vitesses dans le livre, mais c'est les formes d'agilité, les formes de Mintzberg, par exemple. Autre question, une dernière? Non, je vais être disponible toute la journée pour répondre à vos questions. Ça me fait plaisir d'accompagner, bien sûr, les organisations dans ce genre d'expérience. Même si je vous ai donné toutes les clés pour commencer. Voilà. C'est pas forcément des questions. Est-ce que ça peut être une réaction? Est-ce que vous pouvez dire, Olivier, tu es fou? Olivier, tu es génial? Les deux me conviennent. On a essayé, ça n'a pas fonctionné? Merci.